S'il est dit que les destins d'exception naissent dans la boue, celui de notre invité d'aujourd'hui est né dans les rues populaires du 6e arrondissement. Notre invité d'aujourd'hui est né le 21 mars 1985 à Elmina. Il occupe la fonction de surintendant de la mine à Tazias. Aujourd'hui, notre invité est très exceptionnel et merci de nous recevoir chez vous, M. Ahmad Sidjigo. Merci Ahmed. Alors, Sancho, comme vous le savez déjà, retrace les destins d'exception, surtout qui peuvent servir de guide et de repère pour la jeunesse mauritanienne. Que voilà. Et aujourd'hui, j'ai envie de retracer votre parcours avec vous. Et cela pourra servir de leçon ou de miroir à la jeunesse de ce pays. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous? Merci Ahmed de cette interview. Merci à vous. Je m'appelle Ahmad Sidjigo, comme vous l'avez bien mentionné, né le 21 mars 1985 à Elmina. Comme vous l'avez bien dit, je suis né dans les recoins d'Elmina, comme on le dit souvent, dans les Six Ghetto, comme on a l'habitude de le dire. Je suis ici d'une famille maraboutique. Mon père fut un marabout connu au niveau d'Elmina. Tcherno Djigo. À bas âge, j'ai commencé par le Saint-Coran. Je peux dire quand j'avais 3 ans, en 1988. Et en 1989-90, j'ai commencé à l'école Fallah. Les anciens d'Elmina connaissent cette école. J'y ai fait 2 ans. Et en 91, j'ai commencé à l'école primaire, École 9. École 9, c'était une école où il y avait beaucoup de monde. Je me souviens que dans notre classe, il y avait à peu près 150 personnes. 150 en première année, 150 personnes. Et j'ai fait là-bas 2 ans jusqu'à l'ouverture de l'école El Avi en 1993. Mon père est un ami à Saro. Il nous a fait intégrer l'école El Avi en 1993 où j'ai eu mon entrée en 6e, brevet, bac en 2004. Et où vous avez fait le lycée? J'ai fait le lycée, le collège, lycée, où j'ai eu mon bac en 2004. Après l'obtention de mon bac, je suis parti à Dakar, à l'université Dakar-Bourguiba, en tant qu'informaticien. Où j'ai fait, de 2004 à 2008, génie en informatique à l'université Dakar-Bourguiba. Je suis revenu en 2008 à Nouakchott. Quand je suis revenu, je me suis dit que je vais revenir au pays pour travailler. Et ce n'était pas le cas, ce n'était pas facile. Ma première année de chômage, j'étais à la maison, à Darnaïm. Il y avait des enfants, comme on dit, du quartier, les fils des pauvres. Je me suis dit, au lieu de laisser les enfants partir dans la rue, vagabonder. Alors que moi je suis là, j'attends un travail. Pourquoi ne pas les prendre chez moi, les enseigner? Et c'est là qu'a commencé mon aventure avec l'enseignement. J'avais une 50aine d'enfants qui ne payaient pas. Ils apprenaient le Coran, le français, les mathématiques, la science. Et tu les formais dans tous ces domaines-là? Et je les formais dans tous ces domaines-là. Le matin et l'après-midi, c'était le Coran. Et la nuit, c'était le français, les mathématiques, sciences. Et ça m'a boosté, en fait. Le fait de partager son savoir aux enfants démunis. Je me voyais ici, parce que je suis ici d'un quartier populaire. 6e. Carrefour Et j'ai perdu mon père à bas âge, j'avais 13 ans. Donc j'avais qu'à la maman. Et là, j'ai compris que, comme on le dit souvent, si un pays veut prospérer, la force est sur les épaules des enfants. Une bonne éducation. Tout commence par une bonne éducation. Et j'ai pris ces enfants, ils étaient à peu près une 50aine, en les enseignant le Coran et, comme on dit, l'école française. Je l'ai fait pendant pratiquement 2 ans, jusqu'en 2010 où j'ai intégré la société Tazias comme étant dispatcher. Mining dispatcher. En quoi ça consiste pour les gens qui ne... Dispatcher, c'est un boulot qui est les liens entre la mine, le garage, le planning, ça veut dire tu gères toute la mine. Tout ce qui est production minière, tu dispatches les camions, tu guides les gens. Tu guides aussi les opérateurs ou ceux qui ne connaissent pas la mine, tu les guides à travers ta radio, à travers ton bureau. Tu as la caméra devant toi, tu as ta radio, tu as des coordonnées GPS. Et tous les véhicules ont des coordonnées GPS. Donc c'était un poste stratégique où il fallait bien se concentrer. Exactement, ça demandait une concentration.
tu es resté 12 heures de temps, scotché 12 heures. sur ta chaise en fait. Scotché, tu n'avais qu'une heure de pause. Donc de 6 heures à midi, tu es sur ta chaise. Wow. Donc tu as un remplaçant de temps en temps qui vient te remplacer. Et je l'ai fait pendant 4 ans, jusqu'en 2014. J'ai intégré la supervision minière. Donc j'étais plus sur le terrain. J'ai laissé le bureau pour le terrain. Pour le terrain. Le terrain. J'étais superviseur de la mine de 2014 à 2018, où on m'a nommé adjoint surintendant de la mine pendant 3 mois. Et en mai 2018, on m'a nommé surintendant de la mine. Ça veut dire le responsable de la section roulage de la mine, que je gère depuis 2018 jusqu'à présent. Depuis 2018. Ouais, jusqu'à Et présent. vous êtes toujours vous occupez toujours ce poste-là. Exactement. D'accord. Et en quelque sorte, voilà ce que la quintessence même de notre émission, parce que nous essayons de revoir certaines personnes qui ont quitté ou qui viennent des quartiers défavorisés, comme on dit, et qui seulement s'ils n'ont pas une confiance en eux, peuvent ne pas réussir dans leur vie. Et qu'est-ce qui a fait votre force pour que je sais que vous y avez cru au début, et même quand vous étiez étudiant à Dakar, vous y avez cru et vous saviez que ça allait marcher. Tout à fait. Je me souviens d'une anecdote que je le répète de temps en temps. Je suis heureux de ne pas avoir eu le bac la première fois. Ça a été une leçon pour vous. Ça a été une leçon pour moi. Parce que j'étais, comme tu l'as bien mentionné, j'étais dans un quartier défavorisé où il y avait le vagabondage. Donc gérer avec des jeunes, entre parenthèses, qui n'étaient pas présentables. Ouais. On était tout le temps ensemble. Et je me souviens que le jeudi et le vendredi, au lieu de réviser, nous, on allait en boîte de nuit. Il y avait l'amiral. L'amiral, c'était le jeudi et le vendredi. On allait en boîte de nuit. Samedi, on avait les cours de sciences et mathématiques. Des fois, je venais, des fois, je ne venais pas. Donc, j'étais plutôt dans le vagabondage, entre parenthèses, comme on disait. Quand je n'ai pas eu mon bac la première fois, je me suis dit, attends, ta maman, elle est là. Elle fait tout pour toi. Et toi, mine de rien, tu te fous de ça, en fait. Ta vie, c'est les chambres, les ghettos, la boîte de nuit. Chambre, ghetto, boîte de nuit, alors ta maman, elle est là, elle fait tout pour que tu réussisses. J'ai dit stop. Et ça, La prise de conscience, c'est ce une qui prise- manque exactement, une chez prise de conscience. certaines personnes. Au début, j'étudiais pour plaire à ma maman. Ce n'était pas pour moi. C'était ça. Quand j'ai eu mon bac et quand je suis parti à l'université, c'était pour ma mère. C'est en grandissant, je me suis dit non. Là, ça devient pour une personne, alors que ça devait être pour moi-même. Donc, c'est mon développement personnel. J'ai changé d'attitude. Bien que ma maman était toujours présente, mais au fond de moi, je me disais, je suis ici dans un quartier défavorisé, un quartier, entre parenthèses, qu'on dit quartier des vagabonds. Stigmatisé, Stigmatisé, surtout, on est tout le exactement. temps stigmatisé. Je me suis dit, pourquoi ne pas être l'image de ce quartier? L'exception. Pourquoi ne pas réussir pour que les gens disent, ce gars vient de chez nous. S'il a réussi, nous, on peut réussir. Donc, il y avait des gens, des jeunes de là où j'étais, je les voyais comme étant des symboles. On était ici du même quartier, comme je peux citer la famille Dieng. On jouait ensemble au football, mais eux, les études étaient primordiales dans leur famille. Les études d'abord. Les études d'abord. Moi, je les considérais. Donc, à un moment donné, je me disais, eux, ils peuvent réussir, pourquoi pas moi? Surtout. Et je me suis dit, si moi j'ai réussi, les autres qui sont derrière moi, qui me voyaient à Elmina, qui me voyaient dans le ghetto, ils vont se dire, c'est notre grand, c'est notre frère, il est ici, dans notre quartier, il a réussi, nous, on peut réussir. Donc c'est devenu, au début c'était pour ma mère, après c'était pour moi, mais à la fin c'est devenu pour le quartier. Pour le quartier. Pour le quartier. C'était ça en fait. Et ce qui me booste jusqu'à présent, pour que les jeunes des quartiers défavorisés se disent, un gars ici de chez nous a réussi, nous on peut réussir. Surtout. Parce que on a peut-être fait le lycée ensemble et puis vous étiez en terminale et moi je pense que j'étais en deuxième année collège ou quelque chose comme ça. Mais surtout, ce n'est pas parce qu'on a fréquenté le lycée ensemble que nous venons vous voir et puis tourner une émission avec vous. Mais c'est parce que vous avez été une exception de la règle, c'est-à-dire la stigmatisation qu'on fait des quartiers défavorisés. Et on a vu quelqu'un qu'on a vu grandir avec nous, qui a été, certes, beaucoup plus âgé que nous, mais qui a grandi avec nous et qui a réussi dans ce domaine-là. Mais avant ça, il y a eu un parcours. Il y a eu le lycée et la vie. Et
nous tous, nous savons comment est-ce que ça se passe, le lycée. Il y a eu l'université aussi. Et à Dakar, moi, j'y ai vécu en tant qu'étudiant et je sais comment est-ce que ça se passe. Ce n'est pas facile du tout. Et il y a certaines personnes qui ne comprennent pas cela. Est-ce que vous pouvez faire le parcours, c'est-à-dire du lycée, l'obtention du bac, la première fois, vous l'avez échoué, deuxième fois, et après à Dakar? Comme on dit souvent, j'ai l'habitude de le dire à mes amis ou bien à mes petits frères. Dessine ton plan de carrière. Mets-toi tes objectifs. Et fais tout pour réussir. L'échec, pour moi, n'existe pas. C'est juste une leçon. Quand je n'ai pas eu mon bac, ça a été une leçon pour moi. Et je me suis dit que je vais tout faire pour l'avoir pour ma mère, comme je l'ai mentionné. Les lycées, comme tu l'as dit, ce n'était pas du tout facile. En plus, on était jeunes. Donc, quand on est jeune, on a une mentalité qui n'est pas trop saine. Ça, c'est sûr. On a une mentalité malsaine. Donc, on s'est dit la fiesta, les filles, les cours, les filles, les cours. C'était ça. Mais derrière, on avait une famille. On avait nos parents. On avait une maman. Chacun de nous a une maman chez lui qui lui inculque les valeurs. Les valeurs, surtout. Les valeurs. Et sur ce point, ma maman m'a beaucoup aidé. Comme je l'ai mentionné, mon père est décédé quand j'avais 13 ans. 13 ans, beaucoup trop jeune. Donc, à la maison, maman, elle faisait tout pour nous dire, après la prière du Maghreb, vocailler. Même si elle était illettrée, elle ne connaissait rien des mathématiques, mais bon, elle avait la base. Elle nous suivait. Ça, c'est, je pense que la génération, notre génération connaît ça. Elle nous disait, télé Allah, son arrivée en ou bien aussi on disait à ma mère, quand je disais à ma mère, obtiens une moyenne. Et tu auras tout ce que tu veux. Ça a dit moyenne, donc elle nous disait, moi, dans ma tête, je savais que des fois elle le faisait, des fois elle ne le faisait pas. Les moyens les permettaient. Exactement, mais c'était, comme on le dit, un boosting pour nous. Donc, futur, galle uddam a yaltara, futur télé ni femme a yawta tel révisé. Au début c'était un peu difficile parce qu'on sentait min hanki min jangi hande min jangi ko min tampube ha boy. Mais après l'obtention du bac, on s'est rendu compte qu'elle le faisait pour notre bien. Le suivi était là, malgré qu'il était illettré, il y avait le suivi des parents. Et quand je suis parti à Dakar, j'étais parti pour faire la médecine au lieu de l'informatique. Ah oui. Ouais, j'étais parti pour faire la médecine, c'était mon rêve d'enfance d'être médecin. Parce que mon père soignait les gens, donc dans ma tête, je me suis dit, mon père était un médecin traditionnel, pourquoi pas moi, un médecin moderne. Un médecin moderne. Donc, j'étais parti à Dakar pour étudier la médecine, je suis venu en retard. Et en retournant à l'université, j'étais avec un ami. Il m'a dit qu'il y a une université au niveau de Castor, Bourguiba. Oui. Donc on est parti. On a vu les fiches, il y avait informatique. Et quand j'ai vu informatique, il y avait mathématiques, analyse. Et moi, j'aimais bien les mathématiques. Je me suis dit, bon, je vais m'inscrire ici. En informatique. J'ai appelé ma maman, je lui ai dit que je vais m'inscrire à Dakar comme étant informaticien. Au début, elle n'a pas voulu. Elle n'a pas voulu, mais après elle m'a aidé. Et pour dire que tout ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à ma mère. Elle a vendu ses terrains pour que moi je puisse étudier. Donc elle avait des terrains. À chaque année, elle vendait un de ses terrains et elle me payait mes études. Finançait mes études. Ce n'était pas facile au début, mais après, et je remercie de passage ma famille qui est aux Parcelles Assainies. À chaque fois que je partais à Dakar, j'habitais avec eux. Donc ce n'était pas gagner d'avance. Partir à Dakar et trouver une famille qui vous accueille, vous héberge comme étant votre fils. Ce n'est pas du tout facile. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir une famille merveilleuse qui m'a accueilli chez elle. L'université Dakar Bourguiba, là-bas, c'était taf. Il fallait bosser. Il fallait beaucoup bosser. Tu avais les TD, les TP, il fallait beaucoup bosser. C'était pas facile au début, mais après, il y avait l'amour de la réussite. Je m'étais fixé des objectifs, je vais réussir pour ma mère. Surtout. Et ça me boostait en fait. Et des fois, je me disais, bon, il faut que je me regarde, tant pis. Des fois, on se décourage. Exact, on se décourage. Mais c'est en ce moment que la photo de ma maman me revient. Je me dis, bon, Jaran que me tampe,
mi tampi ko pour ne mbaɗa mi ɗum donc voilà mi continue. Donc elle me donnait la force. Malgré qu'on on se parlait souvent, je ne l'appelais même pas, elle m'appelait de temps en temps, on se parlait de temps en temps, mais elle était ma force en fait. Je faisais tout pour elle et ça m'a permis de réussir à l'université. Moi, je suis sûr que les jeunes qui nous regardent en ce moment peuvent s'ils ne sont pas conscients de certaines choses, ils vont le faire à travers ce que vous avez dit, à travers votre parcours. Parce que, comme vous dites, il faut se fixer des objectifs et il faut qu'il y ait quelque chose qui vous motive, il faut qu'il y ait une motivation. Et vous, votre mère a été une motivation pour vous et j'espère pour beaucoup d'autres personnes. Et ça, c'est ce qui fait l'exceptionnalité de votre parcours. Alors, donc en tant que jeune, nous, je pense qu'en tant que jeune et puis en tant que Mauritanien, on ne peut pas ne pas parler de la situation du pays, de la situation politique, de la situation économique, de vraiment comment vous voyez la situation actuelle de la Mauritanie. Je vais commencer par la remarque que j'ai faite aujourd'hui en allant au marché. Je suis venu, j'ai demandé au boutiquier, il m'a dit 13 000. 13 000. Je lui ai dit, Beidoun min d'huile. Il m'a dit, je pense qu'il m'a dit 7 000. 7 000 ou 6 000. Les bidons de 10 litres. Les bidons de 20 litres. 20 litres. Et à peine un mois, c'était à 9 000 le sac de riz. Et ça a grimpé à 12 000. Moi, je peux le payer. Mais 95% des Mauritaniens ne peuvent pas. Ne peuvent pas. L'État a des droits pour la population. Mais la population a des droits envers la Mauritanie. On est tous Mauritaniens. Si l'État ne fait pas son devoir, comme maintenant ils ne font pas leur devoir, nous, les jeunes, on peut le faire. Comment? Créer des structures. Par exemple, Ahmed, Cheikh, moi, un autre jeune, on part vers Rosso, on part vers Bogué, on cherche des champs, on cherche des financements. Qu'il y ait une autosuffisance alimentaire. Pour moi, c'est ça le problème. Ça commence par là, l'autosuffisance alimentaire. Crucial de l'Afrique, hein, pas de la on commence par... Moi cette idée m'est venue en tête quand j'ai commencé à alimenter mon jardin. J'ai commencé à payer des laits, à semer des légumes. Je me suis dit, bon, si je commence à semer des légumes chez moi, pourquoi pas le faire au niveau de la vallée. On a des terres. Si l'État n'aide pas, nous, on se lève. Peut-être que par orgueil, ils vont se dire, ces jeunes ont décidé de se lever. Et pourquoi nous, on ne va pas se lever? On peut le faire. Mais quand je me dis, c'est un problème. Parce que quand même, ça veut dire on va prendre, par exemple, trois jeunes. Il y a une subvention extérieure. Par exemple, il y a une extérieur. C'est un on s'autofinance. C'est parce qu'on est rempétien. Cultiver, on partage. Cultiver, on partage. Est-ce que nous avons je pense pas. Mais min so mi ren sodi sak mar koddidam wa sodi sak mar goddo wa sodi sak mar donc min waram tan ballani hay goto ballani. Par exemple, si je décide avec d'autres jeunes d'aller à la vallée, cultiver les champs, ou bien parler avec un cultivateur, on va t'amener de l'argent. Après, et là, si on commence à le faire, s'il y a 2, 3, 4, 5, 6, une centaine de personnes qui commencent à le faire, les prix vont baisser. Mais quand on se dit qu'elle n'aime pas de l'âme, ça les arrange. Vous ne pensez pas que tant qu'il va exister ce contrôle des commerçants sur tout ce qui est l'économie de la Mauritanie, si le contrôle continue, est-ce que c'est possible qu'il y ait un changement? C'est partout, hein, même dans les pays développés, ce sont les commerçants qui gèrent tout, qui contrôlent tout. Bon, ici, chez nous, je me dis que je ne suis pas là pour défendre l'État, mais est-ce que l'État peut contrôler les commerçants? Ici en Mauritanie, la situation que nous avons maintenant, l'État ne peut pas contrôler les commerçants. C'est l'opposé. C'est l'opposé. Sauf si l'État
dit, OK, eux, ils amènent la marchandise, mais nous, on va amener notre marchandise à nous. On amène notre marchandise, on baisse les prix. Eux, ils vendent le sac de riz à 12 000, nous, on va le vendre à 5 000. À 5 000. Et demain, même gusto. Mais je pense que si par exemple, à chaque fois qu'il y a élection et que tous les candidats ou presque sont financés par des commerçants, je pense que c'est un accord qui a été fait au préalable, c'est-à-dire, voilà, on va tout faire pour que vous soyez élus et nous, notre business va continuer. C'est ce qu'ils font à chaque fois. Au dépit de la population. C'est ce qu'ils font. Et c'est ça qui se passe. Et je n'arrête pas, moi, de le crier haut et fort à chaque fois que j'ai l'occasion de le faire. Parce que si ça continue comme ça, on a nos maires, on a des gens, 95% de la population mauritanienne qui se réveille faim et qui dort avec le ventre creux. Et ça, parce que l'État ou les politiciens ou un tranche de la population qui s'enrichit et puis qui ne se soucie pas de ceux qui sont en bas. Comme on dit, les citoyens lambda. Citoyens lambda, voilà. Comme tu l'as bien mentionné, l'État dépend des commerçants. Mais il nous faut une personne. Et ce qui n'est pas facile à avoir maintenant, une personne qui peut dire non. Minen on kalfana minen kalfimo minen lambi wuro on lambe ko wuro. Parce que vous êtes là à cause de exactement. nous et pour nous. Grâce à nous et pour exactement. Nous. Le président ou bien l'État, c'est à lui de décider. Tu as refusé de diminuer les prix. Jamais. Surtout les produits de première nécessité. Exactement. Jamais les produits de première nécessité. Je les vends à moins prix. Vous les vendez à 12 000, je les vends à 5 000. Vous vendez à 7 000, je les vends à 3 000. Dans 1 ou 2 ou 3 mois, ils vont baisser les prix. Mais ça, on a Johnny. Je ne pense pas. On a Johnny. Et c'est la seule solution? Exactement. Non, c'est pour ça que je répète à chaque fois, il faut qu'on crée une alternative à tout ça. Nous les jeunes, en fait. Nous, les Entreprendre surtout. Entreprendre, nous les jeunes. Kambe. Mais il faut retrouver une troisième entité. Surtout. Il faut avoir. Et si le commerçant voit qu'il y a des jeunes qui sont là, qui sont prêts à tout faire pour l'autosuffisance alimentaire, ils vont diminuer les prix aussi, eux aussi. Si Ahmed vient, il a ses champs au niveau de la vallée, il vend le sac de riz à 5 000 ou bien. Moi, même si j'achetais des sacs de riz venant de Thaïlande, je vais me dire, Mohamed, Ahmed, il y a 5 000 ou bien. En plus, ce riz-là, quand tu l'as bien fait, il est beaucoup plus digeste. C'est-à-dire, la digestion, elle est très rapide. Exactement. On peut le faire. Mais le problème, on a non. Les idées sont là. Mais les appliquer. Tu en parles avec des gens, ils te disent non, c'est là ma bloque. Mais est-ce que tu as déjà tenté? On n'a pas tenté. On n'a pas tenté. J'en ai parlé avec des gens la fois passée, ils me disent non, si on commence, l'État va nous bloquer. Je lui dis, est-ce qu'on a déjà commencé? On n'a pas commencé. Il faut commencer pour voir. Input d'autres. C'est un bon, il y a une solution. Moi, c'est ce découragement-là qui est c'est-à-dire dans le cœur de ces jeunes-là, ou dans les actions, dans les actes de ces jeunes qui se disent, voilà, alors que ça n'existe pas. Non. Ça n'existe pas. Voilà. So ɓe bloqué mon noon ɗo ƴeewan solution goɗɗo si mais du moment ken puɗɗaki en mbaɗani haydara eɗen ɗo tan en jooɗi sen jeehi koɓe haɗoɓe men en jata mais il faut on jeeyan ha ƴeewen commençons d' abord so ɓe bloqué men ƴeewan solution goɗɗo mais on peut pas rester ici à dire sen jeehi on va nous bloquer alors que ana ummaki ni il faut yim puɗɗo. Et pour quelqu'un qui te minimise, la meilleure réponse, c'est de prouver que tu es capable de faire certaines choses. Exactement. Quelqu'un qui te minimise. Exactement. Ça, et je me souviens que pour quelqu'un qui te minimise, en 2013, on faisait une formation de leadership. Il y avait notre formateur, il nous posait des questions. Il m'a dit, il m'a posé cette question, tu te vois où dans 3 ans? Dans 3 ou 4 ans, je lui ai dit, surintendant de la mine. Et les gens étaient là en train de rire. Et en ce moment, vous étiez... J'étais superviseur. Non, j'étais dispatcher en ce moment. Dispatcher. Et j'étais là en train de rire.
Et personne n'y croyait. Personne n'y croyait. Et c'était un défi pour moi. 3 ans après, j'étais surintendant de la mine. Donc ça veut dire que yimɓe mbima a wawa wadde fota ko dam ko doole mbaɗa kollaɓe on aɗa wawi wadde. Surtout. Surtout ça. Surtout. Et surtout, nous, Sancho, ce qu'on veut surtout, c'est ça. C'est ce qui se passe dans les quartiers, dans certaines maisons, c'est-à-dire dans beaucoup de communautés ici, que les gens se disent, voilà, le pays, il est pour une communauté ou non, et c'est pas possible, c'est pas vrai. Le pays est pour nous. Pour tout le monde, tous les Mauritaniens. Et il y a un conseil que je donne souvent à mes petits frères. Quand je suis venu de Dakar, j'ai oublié de le mentionner, j'étais gérant d'un cyber. À vos débuts. J'avais mon master en informatique, je me suis dit, bon, j'avais un cyber, le gars me payait 20 000 par mois. Je pouvais dire que j'ai un master en cyber, pourquoi me gérer le cyber? Il ne faut jamais minimiser un boulot tel qu'il soit. Jamais. Il ne faut jamais minimiser. En tant qu'Aranyamoudou, il ne sourma, il ne faut jamais minimiser. Tu peux avoir les diplômes et des diplômes, mais il ne faut jamais rabaisser un emploi. Surtout. Il ne faut jamais dire diplôme, et c'est le problème crucial de beaucoup de jeunes qui reviennent après des études et qui se disent c'est pas mon domaine. Moi, ce que je fais, c'est pas mon domaine. Voilà. Je suis informaticien de formation, mais là, je suis dans les mines. Voilà. Donc, et ça, peut-être si vous n'aviez pas commencé à ne pas minimiser certains petits boulots, c'est-à-dire toutes ces choses que vous avez fait dans la vie, vous poussent à pouvoir gérer et à pouvoir être dans n'importe quel département. Exactement. C'est ce qui s'est passé à vous. Il ne faut jamais dire Miwawa. Surtout. Miwawa. Moi, je me souviens que quand on m'a appelé à Tazias, il y avait un Toubab Tony et les docteurs des ressources humaines. Ils m'ont dit, tu connais Dispatch? Je leur ai dit non. Ils m'ont dit, tu peux le faire. J'ai dit, il suffit de me former. Vous me formez, puis je peux. Vous me formez, je peux le faire. Tout ce qui est en liaison avec l'informatique, je suis informaticien, vous me formez et je vais le faire. Ils m'ont dit, t'es sûr? J'ai dit, oui, je suis sûr. C'est parti comme ça. Et tout ce qu'une personne peut faire, exactement. En tant que personne, vous pouvez le faire. C'est comme disent les Japonais. Ah oui. Tout ce que tu peux faire, je peux le faire. C'est très simple. C'est très simple. Donc, il ne faut jamais minimiser un boulot. Jamais. Ça le dit damal nangu. Ça le dit falantere nangu. Way chalda deme wudde falantere wudde damal keba do nibbe. Il y a un sage qui me disait, ça c'était à Dakar, il m'a dit al uduta damal wudde falantere ñi falamp. Ñi falamp aussi. Ñi falamp. Il ne le fait pas. Ma waden ko udditi an ƴoƴat. Beeda guddita dum no feewi wala gudda dum. Sa ƴoƴi ma ƴiddu volontaire no gutta ɗum lumiére ara gutta damal ngal sa ƴoƴani ko artat les rideau ni nebbiɗa wonta yiiti on gonta yiɗa haydara ɗum taki neɗɗo hoto minimise ko wawi wonde foof en plus hoto minimise neɗɗo neɗɗo hoto minimise ligguey hoto minimise neɗɗo mo jiiɗa foof hoko wawi waɗandema mbawɗo wonde foof ɓuura ɗum gandal ɓuura ɗum place ɓuura ɗum foof mais hoko wawi jangguindema. Ça c'est sûr. Donc ça a dit avancer dans ta vie, ne minimise pas un boulot, ne minimise pas une personne. Et ça, c'est la formation de base que nous qui avons grandi dans les quartiers populaires que nous recevons. Exactement. Pas de l'école, pas de la maison, mais dans la rue. Dans la rue. Surtout. Voilà. Et là, on arrive à la troisième partie de notre émission. On a un peu retracé votre parcours. On a parlé de la situation politique et économique de la Mauritanie. Et là, on a envie d'entendre des gens parler de vous, c'est-à-dire des gens qui... Je sais que ce n'est pas facile de parler de vous, mais peut-être des gens qui vous sont proches peuvent le faire à votre place. Et on va regarder les témoignages. On a eu à contacter votre première et votre deuxième épouse. Et je pense qu'on va regarder ce qu'elles ont dit de vous. Merci. En tant que mari, je dirais que j'ai la chance d'être sa femme parce que jangal na ma lu beure presque lepp lu ma xam tay mom momako jangal muy diiné muy islam muy yar muy no wara comporter wo envers nit. Donc loolu la bépp waajur di ñaan que nga jël sa doom dénk ko genre nit boobu ku lay dimbali ci éducation te moom machallah foofu je dirais qu'il a réussi à 100%. Il est gentil, il est adorable, il est attentionné, am na yitte day
nekk na jëkkër mat na papa mat na xarit doy na àndandoo man je dirais que c'est mon meilleur ami. Vous pouvez nous dire celle qu'on vient de regarder? Djeba Gaye, plus connue comme Djainaba Mamadou Oumar Gaye. Djeba Gaye, c'est ma première épouse, la mère de mes 3 enfants, Mohamed, Zahra et Sanou. Et je rappelle qu'elle et moi, on a fait la même classe. Exactement, nous étions tous bac, aussi voilà. à la vie. Djeba, elle m'a connu, elle m'a soutenu, comme on le dit, Gilmouran Haïdar. Dès le début. Dès le début. Je fréquentais chez elle depuis 1998, mais on a commencé à se parler en 2010. Elle m'a beaucoup soutenu quand j'ai commencé à travailler avec Tazias, moralement et financièrement aussi. Ça, beaucoup de personnes ne le savent pas. Avant, quand je ne travaillais pas pour quitter chez moi et venir chez elle, des fois, elle passe mal. Elle me disait de venir, elle va payer, elle arrive à payer. Elle m'a aidé moralement quand j'avais pas de crédit quand j'étais à Tazias. Elle pouvait charger un téléphone crédit en ordre de gamme, mais elle m'envoyait de crédit pour que je puisse l'appeler. Donc je peux la remercier dessus. Ko Allah wa yobdam kadi ni mo yobdam be mber kadi gadan dum bingel awa yobdu dum surtout gadan dum bi on baba awa yobdu dum ko Allah wa yobdu dum mopidi me Allah. Moi, je confirme ce que vous dites parce que je connais personnellement Djeba. Et en tant que personne, je sais qu'elle a un grand cœur et elle est capable de faire toutes ces choses que vous avez dites là. Et je n'en doute même pas. Et maintenant, on va aller regarder la vidéo de votre deuxième épouse. Et on revient bientôt sur le plateau. Amassi Djigo, en tant que mari, par la grâce de Dieu, et disons tout ce dont une femme rêve d'avoir. C'est en même temps un frère, un ami, un conseiller, en tant que père. Disons, c'est un papa qui aime faire passer, bien entendu, le bonheur de ses enfants en premier lieu. Ses qualités, c'est un homme intègre, solidaire, qui aime tendre la main à son prochain sans rien attendre en retour. Ça, c'est Amassi Djigo. Et il le fait de gaieté. Ses défauts, il s'énerve vite, beaucoup trop vite même, mais ça ne dure jamais longtemps. Juste pour un laps de temps, il revient à la raison. Et en même temps, il est trop têtu. En conclusion, je suis chanceuse et ravie que Dieu t'ait mis sur mon chemin. À la vie, à la mort, we love you so much, mon balade d'amour. On l'appelle Fatih de Bobo Diouf. Donc, elle s'appelle Fatih de Bobo Diouf. Ah d'accord, c'est mon deuxième épouse. C'est mon deuxième épouse, Houraïdja. Et comme on me le dit souvent, on me dit que toi tu as fréquenté l'école et la vie, tes épouses ont fréquenté l'école et la vie aussi. Oui, je confirme. Houraï, c'est une femme extraordinaire. C'est la mère de l'homonyme de mon père, Abdullah. Je peux dire que debbo tedduɗo moƴƴo cuuriiɗo wona nafuru wotour ane neɗɗo so wona nafuru wotour ma yaru yeeso. Elle a dit que je m'énerve vite et c'est vrai. Mais mbeɗa yawi segde mais c'est passagère. Ay debbo bawɗo muñjo gorko weeɓani. Gorko ne heewi caprice aji. Gorko yimɓe ne mbiya debbo ne heewi. C'est le contraire. Gorko ɓuurata caprice aji. Avoir une chance d'avoir une épouse qui peut te comprendre. Muñowam, surtout muñowam, c'est pas du tout facile avec l'humeur uji mo jogui ɗen enen ɗi fof. Min j'ai eu la chance d'avoir 2 super épouses. Mbeɗa yetta hen Allah no fewi kadi mbeɗa yettaɓe kamɓe no fewi kadi. Ay so yi somi ɗanimo hakkilam min deeƴa hakkilam monta e sukabam parce que je sais que ils sont avec des personnes qui sont exceptionnelles, qui mettront le bonheur de mes enfants avant leur bonheur. Du coup min somi ɗanimo hakkilam min deeƴa. Donc somi yeehi ladde hakkilam ma won sukabam, mais côté sécurité je sais qu'ils sont en bonne sécurité. Surtout ça. Et ɗum noon mbeɗa yettaɓe hen no fewi ni mais 14 février ari kadi. On va
Un message pour la première et la deuxième. La première d'abord. 14 février, Cadeau du Mayongar. iPhone 11 wala iPhone 12 onon gandi ko gaddoron min neldata haydara onon goni extérieur onon neldata. Le message est passé. On passe maintenant à la quatrième partie. C'est-à-dire quatrième femme ni. Quatrième femme, à la quatrième partie. Donc, c'est des questions directes. Vous répondez par oui ou non, ou vous répondez par la réponse que vous voulez. Vous faites toujours le rap? Non. Et c'est qui votre rappeur préféré en ce moment? En ce moment, mon rappeur préféré, c'est lui que j'écoute le plus ces derniers temps. Mauritanien ou... International, mauritanien, français, américain, sénégalais. Pour ce qui est de la Mauritanie, j'écoute plus Yvan, le baron. Mais si tu me demandes c'est qui le meilleur rappeur mauritanien en ce moment, actuellement, c'est Advice. Advisor. Advisor. Oui. En ce moment, Advisor est... Je confirme. Et que je salue, que nous saluons. Nous saluons le passage. Nous voulons bien un jour, pourquoi pas, faire tourner Sancho avec lui. Exactement. Parce que c'est quelqu'un qui, comme nous voulons tous faire à ce que la Mauritanie soit reconnue internationalement dans tous les domaines. Lui, il est en train de faire sa partition et puis il fait la fierté de la Mauritanie aussi au niveau international. Actuellement, c'est lui. Voilà, parce que je me rappelle, moi, quand j'étais étudiant à Dakar, à chaque fois que je le voyais à la télé, j'étais très content de dire à tous mes potes, allez regarder la télé, il y a un rappeur mauritanien. Et ça, c'est très important. Et le foot, vous êtes plus... Vous étiez basketteur? Football, les deux. Les deux. Ah ouais? J'ai fait les deux. Parce que j'ai joué avec l'équipe d'Elmina en 2000-2001. J'ai joué avec l'équipe FC Seydou en tant que Sebra pendant 3 ans. Le basket? Le foot. Le foot. Parce que je l'ai fait pendant une année ou deux. Une année ou deux. J'ai arrêté. Et c'est quoi votre plat préféré? Mafé. La première et la deuxième femme. Mafé Botari Hako Hirande. Mafé Botari, ça c'est chez les Peuls, c'est normal. Et c'est qui la meilleure cuisinière entre la première et la deuxième? Vous répondez, pas tous les deux. Hein, pas non, à la première. Elle cuisine bien. Elle cuisine bien. Oui, parce que moi j'en sais quelque chose. Elle cuisine très bien. Mais du marmok. Elle cuisine très bien. Et Reza, j'ai jamais goûté ces plats, mais... Gossi. D'accord. Alors, merci à Matsi Djigo. Ce fut un réel plaisir de vous retrouver parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas revus. Et vraiment, je tenais à vous remercier et à vous remercier surtout parce que vous m'avez toujours appelé père. Parce que j'ai le même nom que votre papa, qu'Allah l'agré. Et vous m'avez toujours appelé père. Et vous avez toujours joué ce rôle d'ami, de frère. Et surtout de référence pour nous tous. Vous êtes une référence pour nous et puis essayez tout le temps d'améliorer. Comme vous le faites si bien, mais essayez tout le temps d'améliorer parce que vous êtes un repère et une référence pour toute la jeunesse, surtout de 6e et de la Mauritanie aussi. Merci de nous recevoir chez vous. Beaucoup. Merci de nous avoir suivis sur King Media TV. Sancho revient dans 15 jours. Merci. Abonnez-vous et appuyez sur la cloche de notification. Merci.